une première et il s'est tenu loin du continent noir, le premier sommet Russie-Afrique qui a rassemblé plusieurs chefs d'État africains et autorités russes. Vladimir Poutine a partagé avec ses hôtes ses ambitions pour le développement de l'Afrique. La Russie prône une coopération sans ingérence politique ou autre. Nous en parlerons dans ce numéro de Tribune Politique. Avec mes invités, je voudrais vous présenter le premier. Il s'agit de François-Xavier Noumon. Il est chroniqueur. Bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir chers amis téléspectateurs. J'ai à mes côtés Albert Fogouté. Il est auditeur en sciences politiques. Bonsoir à vous. Bonsoir journaliste. À vos côtés, Latif Ouboni, journaliste, bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à chacun et bonsoir à tous. Très bien. Mauriac Arangassi, que je retrouve avec tout un plaisir, contributeur à Libre Afrique. Bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir téléspectateurs. Très bien. La première question, je vous la pose. Dites-moi, à qui profite ce premier sommet Russie-Afrique? Ah, belle question, mais c'est lui d'y répondre de façon directe. Parce que lorsqu'on parle de sommet Russie-Afrique, moi j'ai tendance à faire un petit retour dans le passé et à voir quels ont été les liens de la Russie, idéologiquement parlant, avec ce Bénin. Et quand on se réfère à l'URSS. Tout à fait, l'URSS. Et lorsque je me remémore cette partie de l'histoire, j'ai tendance à ne pas être direct sur la réponse et à dire que ça pourrait être gagnant-gagnant, mais attention, avec des pincettes. On y reviendra peut-être tout à l'heure dans les détails. Tout à fait, je vous pose la même question, Latif Ouboni. À qui profite ce premier sommet Russie-Afrique? Tous les participants. D'abord, l'organisateur a sa mise, c'est pourquoi il organise déjà la Russie. Et puis, tous ces pays qui se sont empressés pratiquement à l'entièreté du continent. Donc, je pense qu'il y a quelque chose que chacun gagne, notamment quand on prend, pour être pratique, pour le cas de n'importe quel pays africain, je pense que c'est avoir plus d'amitié pour, de façon malicieuse aussi, avoir la chance de faire du chantage en amitié. Ça aussi, quand on a beaucoup d'amitié, ça force tous les participants à ce lien-là à donner du meilleur pour ce qui les concerne. Donc je pense que chacun a ce qu'il gagne dans ça. En tout cas, parmi les présidents, les chefs d'État africains qui étaient invités, il y a un qui a préféré recevoir une autorité ministérielle française chez lui plutôt que d'aller. Personnellement, je voudrais parler du président camerounais, Paul Biya, et voilà, on parle de profit. Lui, il préfère autre chose. N'y voyez pas un boycott. Paul Biya, c'est un... Je n'ai pas encore parlé de boycott. Oui, non, je veux dire, Paul Biya, c'est un cas à part. Paul Biya, que ce soit sur le continent africain ou ailleurs, on ne compte pas contre Paul Biya dans ses invités au président qui veut. Il va où il veut, il se déplace très peu. Il sort très peu. Vraiment très peu. C'est pas, il ne sort pas comme ça, Paul Biya, donc ce n'est pas contre la Russie, mais c'est une tradition. Et il faut dire aussi que pour l'une, je pense, sur ces 5 dernières années, pratiquement, à part un sommet France-Chine-Afrique d'il y a 3 ans où il a participé, je crois si mes souvenirs sont bons. Sa dernière sortie, c'était pour le sommet de l'OMS pour mobiliser des sous contre des pathologies bien précises. Sinon, Paul Biya ne sort pratiquement pas du palais de l'unité, sauf pour sa villégiature habituelle à Berne, en Suisse, à Genève, en Suisse, où il a ses habitudes. Mais le système, il faut dire qu'il n'en demeure pas moins que la vitalité de la coopération russo-camerounaise n'est plus approuvée. Mais dans le même temps, il y a des choix stratégiques à faire, parce qu'en ce moment, Paul Biya a beaucoup de patates chaudes à gérer, le nord du Cameroun, mais surtout la partie est et ouest du pays, la partie anglophone qu'il a à gérer. Donc il a beaucoup de choses à gérer, donc il n'aime pas trop, je ne dirais pas perdre son temps. C'est un homme, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, qui a le sens des priorités, et il a une architecture qui se prête à ça. Il a une architecture diplomatique, et il a une structure, on dit même une super structure, souvent difficile à bouger, difficile à lire. Paul Biya est l'un des rares chefs d'État dont on ne lit pas vraiment sa stratégie. Effectivement, notre causerie ne cela va sans dire que c'est l'un des pays, le Cameroun, à avoir fait des commandes, ou en tout cas à avoir annoncé l'intention. Donc, je pense que sans Paul Biya, le Cameroun a été peut-être l'un des participants, de bons participants à ce sommet. Très bien. Albert Fogouté, quand on parle quand même d'un certain nombre quand on parle de coopération, c'est
du profit, c'est du gagnant-gagnant. C'est beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, quand la Russie décide, c'est vrai que depuis bien longtemps, à travers l'URSS et tout cela, mais quand la Russie décide aujourd'hui de doubler ses échanges commerciaux avec l'Afrique, cela sous-entend quoi, selon vous? Pour ma part, contrairement à mes prédécesseurs, c'est un risque pour l'Afrique. C'est réellement un risque pour l'Afrique. Parce que il revient de nous demander en première position qu'est-ce que la Russie veut proposer à l'Afrique, que les sommets sino-africains, Inde, Japon, Afrique, Japon, Inde, Afrique, n'a pas pu proposer à l'Afrique. Il y a les armes. La Russie. Bon, c'est vrai. Pour en faire quoi? Les armes pour en faire quoi? Les autres aussi. Hein. Pour en faire quoi? Mais la Russie n'a pas d'argent. Elle prend tout son temps à s'investir dans les guerres. Elle est sous sanction de partout, de l'UE, des États-Unis et bien d'autres personnes. Encore en deuxième position, la Russie, elle a investi suffisamment dans la guerre en Syrie. À l'intérieur du pays, beaucoup d'autres choses à faire, avec une économie pratiquement sous perfusion. Qu'est-ce qu'elle veut proposer à l'Afrique? Selon moi, la question centrale se trouve là. Qu'est-ce que la Russie veut proposer réellement là? Vous n'êtes pas trop pessimiste? Non. C'est ce que Albert dit est censé. Simplement pourquoi? À l'annonce de ce sommet, on avait l'impression quand on lisait les éditoriaux que voilà, l'Afrique a une nouvelle opportunité. C'est vrai, une nouvelle opportunité. Parce qu'on parle une nouvelle lutte contre l'appui pour la lutte contre le terrorisme. Une nouvelle opportunité, certes, mais des deux parties dans ce sommet France-Afrique, celui qui avait le plus Russie-Afrique, celui qui avait le plus à gagner, c'est pas la partie africaine, c'est la partie russe. Parce que depuis 2008, avec l'intervention en Syrie, la Russie a changé de stratégie. Il faut dire que depuis l'URSS, il y a plus vraiment de velléité de se projeter en dehors du pays continent qu'est la Russie. Alors, d'année en année, avec la pression, avec le renforcement de l'OTAN sur le flanc ouest de la Russie, les conséquences de la guerre en Crimée, il faut dire que la Russie a été un peu prise en étau de ce côté-là de l'Europe. Son engagement en Syrie lui a permis d'avoir quand même une voix qui compte sur la scène internationale, parce que, pour le dire très franchement, ça a été un coup de maître, la manière dont la Russie s'est ingérée et s'est impliquée dans la guerre en Syrie. Simplement, pour des raisons, au départ, c'était pour des raisons basiques, c'est assurer, puisque vous savez, la Russie, c'est le plus grand pays au monde. En termes de territoire, c'est le plus grand pays au monde. Et la Russie avait besoin, avec la guerre en Syrie, la Russie courait un risque. La Russie courait le risque de n'avoir plus accès aux mains froides. Pour un pays qui a misé toute sa stratégie militaire depuis l'ex-URSS sur l'interdiction de l'espace aérien et la domination de l'espace maritime, il était inconcevable que ces sous-marins, ces bateaux de guerre ne puissent pas avoir une porte de sortie sur la Méditerranée. Ça a été l'une des raisons pour lesquelles la Russie s'est très tôt impliquée dans la guerre en Syrie. Après, il y a eu d'autres raisons stratégiques qui ont fait que Poutine, très intelligemment, s'est mis dans la roue des Américains et a su se mettre en avant et avoir part au dialogue. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de règlement dans tout ce pourtour syrien sans la Russie. Donc, petit à petit, la Russie essaie de sortir de son étranglement, on va dire, ouest européen, même si l'Europe a d'autres partenaires. Et l'Afrique se trouve être aujourd'hui, avec quelques incursions, parce que l'Afrique n'a jamais été... Prenez juste le volume des échanges. Le volume des échanges, il y a encore quelques années, on tournait à peine autour de 5 milliards de dollars avec tout le continent africain. Ça veut dire que quoi? On vient après des pays comme la Turquie. La Russie vient après des pays comme la Turquie. Ça veut dire qu'en réalité, l'Afrique n'a vraiment jamais été
pour la Russie, pas pour l'URSS. Pour l'URSS, c'est un autre schéma. La plupart des luttes de libération sur le continent africain ont été menées avec l'aide de l'Union soviétique. Le Bénin, un pays comme le nôtre, on a gagné énormément. Et justement, avec ça, Moria Karangan, si avec ça, quand on sait que beaucoup de pays ont déjà quand même exploré la terre africaine et tout cela, est-ce que la Russie ne vient pas dans un monde trop vieux, si on pourrait le dire comme cela? Tout à fait. Je pense que Albert avait commencé à le dire tout à l'heure. On doute fort qu'il y ait des propositions vraiment nouvelles en la matière. Et il y a peut-être une donne qui est en train de nous échapper. C'est que la Russie, elle a une balance commerciale excédentaire. Et forcément, quand c'est sédentaire, c'est pas aux Américains que la Russie va vendre, c'est pas aux Européens. Donc forcément, il faut trouver un nouveau territoire ou de nouveaux débouchés pour écouler les produits russes. Donc je pense que ça peut être une motivation qui n'a pas forcément été explicitée pendant le sommet. Mais une autre question légitime, qui a été posée par un des médias francophones les plus connus, c'est la question de l'armement. Si c'était un sommet de l'armement. Et visiblement, c'était un peu le cas quand on voit qu'il y a des pays qui en ont profité pour signer des contrats. Ça, c'est ce qu'on sait. Il y en a peut-être d'autres qui l'ont signé sans forcément médiatiser. Donc, forcément, il n'y a rien de nouveau. Parce qu'on est tout de même en train de parler de 40% d'exportation des armes. Des armes. Et quand on se réfère quand même à la déclaration du président centrafricain qui demande des armes lourdes. Non, il faut avant la TIF. Je pense que dans ce que j'entends, c'est vrai qu'on a tous le droit et même peut-être le devoir de nous interroger, de nous inquiéter comme Albert. Ça, c'est évident. Mais c'est basique. Quand on n'a qu'un choix, c'est qu'on n'a pas de choix. Depuis la fin de l'URSS, et donc cette occidentalisation pratiquement des échanges, de la diplomatie, on va dire, africaine, cette ultra-occidentalisation ne donnait pas de choix en réalité à l'Afrique. C'est soit vous êtes avec l'Occident ou vous êtes isolé. Il n'y avait pas d'autre recours. Et donc, je pense que cette émergence de l'URSS, qui pour moi est bien travaillée, elle n'est pas accidentelle, elle est bien travaillée, et la Crimée faisait partie des éléments déclenchés, des éléments révélateurs de l'émergence russe en réalité. La preuve, toutes les autres cartes que la Russie a jouées, pratiquement, elle les a réussies. On se focalise plus sur l'ailleurs que sur chez nous. Je crois qu'en Centrafrique, c'était une meilleure carte, en tout cas, pour ce qui concerne l'expression russe, l'expression de la diplomatie russe en Afrique. Donc, je pense que c'était très bien préparé. On se retire, on se replie peut-être, on gère des affaires de fracture interne. Et puis, avec Poutine, ça a été très bien géré, cette fracture interne-là. Et puis, maintenant, on est à l'ère de la projection de la Russie. Et donc, moi, je crois que peut-être financièrement la Russie n'est pas bien en forme, mais vous l'avez souligné, une balance bien excédentaire, visiblement l'envie d'avoir des territoires pour déverser les céréales, ne serait-ce que ça. Et au-delà aussi, avec des problèmes que la Russie a avec l'Europe pour la gestion des questions du gaz et autres, je pense que l'Afrique, pour ce que nous avons comme, on va dire, état de nos échanges avec l'Occident, la Russie, quand elle nous offre une alternative, en tout cas, un moyen malicieux, comme je le disais, de faire du chantage, dire aux gens, si vous ne faites pas mieux que ce que vous faites, on peut aller ailleurs. La preuve, la Centrafrique et son pouvoir actuel en sont encore là, parce que la Russie s'est ingérée visiblement. Et donc, ça par exemple, c'est une offre. Mais là, la Russie, je l'ai dit, la Russie prône, c'est vrai, vous parlerez de paroles et dates, la Russie prône tout de même une coopération sans ingérence politique ou autre. Oui, tout à fait. Et l'expression même de cette politique, de cette nature de la politique que la Russie propose, c'est en Centrafrique. Vous voulez qu'on échange, ce qui concerne qui est à la présidence, nous, on ne touche pas. Au contraire, on le protège.
c'est aux Russes maintenant de gérer les affaires d'alternance. C'est pratiquement la même expression en Syrie, même si, au demeurant, on peut croire, à raison, qu'elle est une trompe-œil. Ça c'est évident. Mais de toute façon, la Russie apporte quelque chose de nouveau dans cette collaboration entre palais, ne serait-ce que ça. Tout à fait, tout à fait. Et quand on voit les différents secteurs ou les domaines d'action que propose la Russie, il y a tout de même le transport, le secteur minier, l'alimentation surtout, parce que nous avons besoin de manger. Et l'autre chose également, c'est tout de même la sécurité informatique. Moi, je pense que tenter de dire que tout ce que la Russie est en train de proposer à l'Afrique n'est pas bien, ce serait vraiment un grave péché. On accepte qu'il y a d'autres domaines où voilà, l'Afrique peut se voir, l'Afrique peut ou bien la Russie peut intéresser l'Afrique. Maintenant, moi je voudrais d'abord qu'on essaie de voir de quoi l'Afrique a-t-elle besoin dans la priorité, dans l'urgence, dans l'immédiat. 1. La sécurité au niveau interne. Et quand on parle de la sécurité, nous allons parler des contrats d'armement et tout ça pour essayer de gérer la sécurité à l'interne. Maintenant, par rapport à cette question, nous aurons évidemment besoin des armes. L'autre chose qu'il faudrait voir revient à analyser les armes là, on veut les utiliser contre qui? Si c'est au Bénin et qu'on se dit qu'il y a du terrorisme au Bénin, c'est les Béninois qui le font. Ce n'est pas les Béninois. C'est un exemple. C'est un exemple. Pour dire, voilà. Bon, si vous voulez, si vous voulez une autre version. Et je vous dis d'ailleurs que les terroristes, même s'ils sont à l'extérieur, ils auront forcément besoin de la coopération des éléments à l'interne. Les Béninois sont plus patriotes. C'est un exemple. Bon, si vous voulez, prenez le cas du Burkina. Tout compte fait, les terroristes auront besoin des éléments à l'interne. Donc, premièrement et particulièrement, il doit avoir d'abord le dialogue à l'interne. Voir les voies et moyens qu'il faut emprunter pour régler, pour organiser un grand dialogue à l'interne. Ce que refuse la Russie, elle dit non au principe de l'ingérence. Elle propose quoi? Elle propose une coopération. Laquelle des coopérations? Sans ingérence. Comment? Sans ingérence. Je reviens à vous. Mais ce que propose, on reste sur les domaines que propose, les domaines d'action que propose la Russie, le transport, l'alimentation, la sécurité informatique et également le secteur minier. Oui, déjà, je pense que si je m'en tiens au discours de Poutine à Sochi, au début à l'inauguration ou au lancement de ce premier sommet, je pense qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire, grosso modo, je vous propose un nouveau pacte contre l'Occident, je fais ci, je serai différent, je fais ci, je vous proposerai, voilà, c'est le nouveau partenaire fiable, donc vous pouvez compter sur moi, ainsi de suite. Soit. Les autres disent tous la même chose. Et il faut y aller quand même. Oui, les autres disent tous la même chose. Il faut y aller quand même. Non, ce sommet est déjà une réussite. Parce que à pouvoir mobiliser environ, je pense, 43 chefs d'État du continent, et non pas des moindres. La plupart des grandes puissances du continent étaient là, Nigeria, Égypte, Afrique du Sud, tout le monde était là. Ça veut dire que ce sommet avait le Bénin également, avait une très grande importance aux yeux des chefs d'État du continent. Ça, c'est une réussite politique indéniable pour Vladimir Poutine. Ça veut dire que les interlocuteurs ont trouvé un intérêt à y assister. Mais de deux choses l'une. Il n'y a pas à juger de ce que la Russie fera ou fera pas. On n'a encore rien de concret, à part ce qu'on a entendu énumérer ici et là. Mais de toute façon, quels que soient les sommets, Sino-Afrique, Japon-Afrique, avec l'Union européenne, France-Afrique, avec les Américains, on a des promesses. Après, c'est au fil du temps qu'il faudra jauger la réalité de ces promesses. Il y a deux choses sur lesquelles on se trompe fondamentalement. Quand on parle d'armes, 40% on dit d'exportation, mais ces 40% sont agrégés par deux pays, l'Algérie et l'Égypte. C'est tout. Parce que quand on le dit souvent, on a l'impression que les Africains importent d'armes. Non, ce n'est que l'Algérie et l'Égypte qui cristallisent ces 40%. Parce que de tradition,
Et l'Algérie est en but avec cette situation. En ce moment, l'Algérie est, comment dire, noyée dans cette, on va pas dire dictature militaire, dans cet état militaire, parce que depuis le FLN, les militaires ont toujours occupé, on le voit aujourd'hui, ont toujours occupé une grande place dans la gestion de ce pays. L'Algérie de tradition est toujours allée vers la Russie pour ses armements prioritaires, faisant un tout petit peu l'équilibre avec l'allié américain, mais ça se disperse comme ça. L'Algérie plutôt vers la Russie et le Maroc qui est un ennemi habituel, disons commode, vers les États-Unis. L'Égypte aussi joue cette balance. Donc quand on dit 40%, il faut, parce que ce qui se passe voilà, en Afrique, en Centrafrique, on va dire, comment ce n'est que peanut, ce n'est rien du tout. C'est pas, on parle de la Russie en Centrafrique comme si c'était une grande révolution. Non, ce sont des armes légères, la formation de la garde présidentielle pour assurer la sécurité des autorités, et on oublie que ça s'est très mal passé. Je suivais ce matin le président Archange Touadéra sur RFI. Il avait du mal à répondre aux questions. Simplement pourquoi la Russie a proposé cette assistance militaire. Ça a été validé d'ailleurs par le Conseil de sécurité. Après, qu'est-ce qu'on a eu en échange? Des groupes, déjà c'est un groupe privé, Wagner, qui est très bien connu, qui a des accointances quand même pas très catholiques, qui est responsable de ce déploiement en direct. De deux, ce même groupe est impliqué dans l'exploitation de mines aurifères, ainsi de suite. Donc on voit le lien directement. Et il a suffi que deux journalistes... Ils ne sont pas les premiers. Attendez, il a suffi... Pas les premiers. Non, écoutez, ce n'est pas... Parce que il faut voir, il faut avoir le problème, il faut apprécier le problème dans sa globalité. Très bien. Il y a quelque chose de très grave qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a deux journalistes d'investigation russes très connus qui ont perdu la vie dans cette histoire, parce qu'ils sont allés en Centrafrique pour enquêter sur ce que la société Wagner faisait sur le terrain. Ils y ont perdu la vie. Et quand on parle, on ne va pas rentrer dans la rhétorique de l'Europe de l'Ouest contre la Russie, on parle d'oligarques, ainsi de suite, mais on n'en est pas très loin. Et ce matin, sur cette radio, le président centrafricain a eu du mal à se défendre par rapport à ça. Mais on ne parle pas de ça. De toute façon, pour des pays comme les nôtres, la diversité des partenaires est une chance. C'est tout ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Nous, pour un pays comme le nôtre, on a besoin... on a toujours besoin... on a besoin d'abord de financement à des taux concessionnels. C'est ce à quoi il faut toujours revenir au PAG. Le PAG doit être financé. Le PAG a été financé. Le ministre d'État a fait le point il y a quelques semaines de cela. On est à une bonne étape. On a mobilisé, je pense, pratiquement plus de la moitié de ce qui était escompté. Donc on a envie d'aller vers le financement entier du PAG. Donc on sait que la Russie arrive à effacer les dettes. Les dettes, donc le président de la République ne s'en cache pas. Mobiliser les ressources. Mobiliser les ressources, pour un pays comme le nôtre, c'est la chose la plus importante. Et maintenant, bâtir l'avenir, cela à travers cette traditionnelle bourse que nos étudiants recevaient depuis hier, à la faveur donc de cette coopération, il y a une augmentation tout de même de ces bourses. Oui, tout à fait. Et je pense qu'en la matière, le Bénin a d'ailleurs bénéficié de beaucoup de compétences qui nous viennent directement de l'Est, URSS et même de la Russie encore récemment. Je n'avais pour preuve que les dentistes, les odontos, stomatologues, enfin, si c'est pas stomatologie, enfin bon, les dentistes. Parce que précédemment, le gouvernement béninois quand même a fait une action forte à l'endroit des étudiants qui sont au niveau de cette filière-là et qui se sont retrouvés de l'autre côté du Sénégal. Tout à fait, ils sont à Dakar parce que justement le Bénin a toujours eu des problèmes dans la formation des dentistes. La plupart de ceux qui sont là actuellement, c'est des gens qui ont été formés en Russie, dans les URSS, donc forcément il nous fallait quand même prendre la main à un moment ou à un autre. Mais au-delà même du secteur éducatif, il y a l'aspect énergie électrique aussi qui a été abordé pendant le sommet, puisque la Russie est reconnue aujourd'hui en matière de centrales nucléaires, en matière de
tout à fait civile. Donc forcément, je pense que ça a été au programme aussi, même si c'était pas les points les plus mis en avant. Je pense que ça a été mis en avant. Et il me semble, si je ne me trompe pas, qu'un ministre rwandais a signé même un accord de transfert un contrat qui consistait à transférer les compétences en matière d'énergie nucléaire, enfin pour l'utilisation civile, bien entendu. Donc je pense que ça aussi, c'est quand même des avantages qui peuvent donner lieu à des avancées, surtout dans notre programme d'action du gouvernement, qui se fondent beaucoup sur l'énergie électrique, surtout pour les entreprises. Donc je pense que c'est un aspect aussi qui a été beaucoup abordé, mais pas médiatisé. Russie-Afrique, Russie-Bénin. Russie-Afrique, Russie-Bénin, et on ne peut parler du Bénin dans ce débat-là comme on pourrait parler de tous les pays africains. En fait, dans une condition de pluralité de relations ou même d'unicité de relations, on gagne quand on est mieux préparé. Et ça, je pense que ce qui se profile là donne droit et possibilité aux États de bien se préparer en réalité à tirer profit ou à beaucoup perdre en réalité de ces relations-là. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a vu la différence dans le positionnement quand on prend pays cas par cas. On a senti qu'il y a des pays qui sont comme des fenêtres déjà d'entrée vers l'Afrique. Pour la Russie, donc François Xavier a parlé de l'Algérie, de l'Égypte. C'était déjà des vitrines en réalité pour pays en Afrique, l'Angola par exemple. Mais sans oublier également l'Afrique du Sud quand on se réfère au nombre de descentes du président russe en Afrique, qui n'a été souvent là-bas, oui, tout à fait. En Afrique du Sud 3 fois. Et quand on voit aussi l'avance par exemple du Rwanda dans cette question en réalité du nucléaire civil, il m'a semblé effectivement que notre gain dans cette relation-là, comme dans d'autres, dépend en réalité, ce gain-là dépend en réalité de comment est-ce qu'on est préparé. Aujourd'hui, n'importe quel pays n'aura pas la facilité à, on va dire, faire signer ou arriver à signer de tels contrats aussi dans des domaines aussi sensibles. Donc je pense que le boulot en réalité, ce n'est pas la participation, ce n'est pas bien s'afficher, mais le boulot commence peut-être à partir du moment où on s'est rendu compte qu'il y a des possibilités, se préparer à faire en sorte que notre image convainc avant même qu'on ne commence la négociation. Et ça, c'est peut-être le moment de regarder les efforts qui ici à l'interne sont en train d'être faits, parce qu'aujourd'hui, l'une des choses qui plaît beaucoup pour le Rwanda, c'est notamment cette image-là de pays qui réussit, de pays propres, de pays un peu... Voilà, donc je pense que le travail à l'interne, même si on ne met pas beaucoup de moyens dans la fanfaronnade extérieure, il y a tout de même un plan du moins un plan de dossier ou d'argumentaire qui pourrait être en faveur du Bénin. Nous avons une boussole depuis, une boussole que nous avons appelée le programme d'action du gouvernement. Ça nous montre la voie à suivre, les projets, les programmes, les différents, et tout ça. Mis à part ça, il y a eu un certain sérieux plutôt dans la gouvernance, dans le mode de gestion du pays. Ce sont tout de même des arguments en face quand même d'un grand comme la Russie. Justement, comme l'a dit les prédécesseurs, nous sommes partis à un premier contact. Nous avions entendu ce que la Russie a proposé. Maintenant, on revient. On fait quoi? Où en sommes-nous par rapport à nous, notre programme? Et qu'est-ce que la Russie ou bien la proposition russe a apporté à ce que nous voulons faire pour notre pays, le Bénin? Donc, il y aura certainement une seconde rencontre où nous allons vendre nos mérites. Et vendre nos mérites reviendra à dire, par rapport à votre exposition, par rapport à ce dont vous nous avez proposé, ça, nous sommes est conforme à ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes intéressés par cela, nous ne pouvons pas entreprendre. C'est-à-dire faire la part des choses. Ça, on ne peut pas entreprendre avec ça pour le moment, mais nous sommes preneurs pour prioriser les domaines. Voilà. Et c'est dedans on peut solliciter l'aide de la Russie et
quand la Russie va déployer son aide, il faudrait qu'elle puisse constater l'effectivité de ce qui est en train d'être fait. Et par rapport à ça, il faudrait donc une préparation préalable. C'est pourquoi il ne faut pas s'intéresser à la chose sans avoir un plan d'action et que le financement ou bien les moyens nécessaires viennent pour la chose et que voilà. Et voilà, nous avons un plan d'action du gouvernement qui est là. Est-ce que c'est un hasard de constater que le sommet de Sochi se tient à la veille d'un forum économique? Non. Fini, j'allais dire. Fini à la veille d'un non, forum économique. Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans ces programmations diplomatiques. Mais encore une fois, comme on le dit, un pays, et je pense que il n'y a même pas besoin, de le rappeler. On a vu qu'au fil des années, le gouvernement de la rupture, le gouvernement du président Patrice Talon a su simplement essaie mettre les dossiers sur la table, sait jouer carte sur table et va très franchement à l'assaut des gisements de financement potentiels. Donc je pense que à l'issue de ce type de sommet, parce qu'il faut savoir que quand c'est au cours de ces grands rounds, la diplomatie on a profité pour après ces grands sommets où on n'a pas forcément le temps, là où tous les chefs d'État sont ensemble, bon, c'est la partie qu'on voit après, ce sont les relations bilatérales, les tête-à-tête qui permettent de débloquer des dossiers, d'aller vraiment en profondeur de ce qu'on a. Donc je pense que le gouvernement n'a pas manqué d'y aller avec des dossiers bien précis dans le carton. Maintenant, le problème au niveau de la Russie, moi je le dis, c'est la Russie qui joue quelque peu sa crédibilité. C'est un pas que la Russie a franchi en allant vers ce genre d'initiative. Parce que simplement, qu'on le veuille ou non, le continent africain, la Russie est un peu en retard sur les autres grandes puissances. Même du point de vue stratégique, la Russie est très en retard. Pas de son fait, simplement parce que c'était une tradition stratégique qui veut, pour caricaturer, les URSS avaient quelque chose à vendre, une idéologie, des moyens. Quand les moyens ont manqué, ça s'est écroulé. La Russie, depuis la chute du mur de Berlin, a d'abord, pendant une dizaine d'années, a essayé de se reconstruire, était pratiquement, les gens l'oublient très vite, était pratiquement au bord du gouffre, était pratiquement sous tutelle. Après, même quand Poutine a pris le pouvoir, aujourd'hui on voit un Poutine fort, un président fort qui en impose et qui participe également de son charme pour réussir sur le plan au rayonnement de la grande Russie, parce qu'il y a toujours cette idée, quand même c'est un ancien du KGB, il y a toujours cette idée de la grande Russie qui rayonne, mais stratégiquement, même militairement, la doctrine a toujours été protéger ses frontières terrestres, maritimes, ainsi de suite, et essayer de se cantonner sur son arrière-cour. La guerre contre la Crimée, il y a deux lectures. On dit oui, la Russie a tenu tête à l'Europe, ainsi de suite, mais on oublie très vite que quand on considère le territoire de l'ex-URSS, en réalité, la Russie a beaucoup perdu. La Russie s'est oblitérée tout le reste de son arrière-cour naturel, parce que de l'Ukraine à la Bulgarie, à tous ces pays-là, même après la chute du mur de Berlin, c'était le terrain de jeu de la Russie. Aujourd'hui, l'OTAN est pratiquement à ses frontières. Elle a réussi à sécuriser, à sanctuariser la Crimée, mais elle a perdu énormément de son arrière-cour naturel. Donc je pense que ce sommet a participé d'une réflexion stratégique de la Russie. Pour le moment, essayer d'enquiquiner un peu son grand ennemi américain et essayer de jouer des coups. Parce que qu'on le veuille ou non, Poutine aime jouer des coups. Poutine n'a pas d'idéologie à proposer. On a d'ailleurs vu dans le discours, il n'y a rien de révolutionnaire, mais comme on l'aime le dire, et il aime bien ça, c'est un grand joueur d'échecs, donc c'est un homme de coups. Donc là, c'est un coup qu'il a joué, mais il part de très loin. Parce qu'encore une fois, il faut venir à la réalité des chiffres. La Russie aujourd'hui, son premier objectif, c'est de rattraper un pays comme la Turquie. On ne parle pas encore de la Chine. La Chine, c'est 130 milliards d'investissements sur le continent africain en 2018. Ce n'est pas la même catégorie. Et quand on prend au-delà des armes, quand on prend les entreprises qui va lentement, va sûrement. On parle d'économie. Chaque grande puissance a sa stratégie. Non, ce sont justement en réalité. On a l'impression qu'il n'y a pas de. On a l'impression encore une fois
que c'est une stratégie par coup, ou bien on va dire par à coup. Ce n'est pas quelque chose de pensé. Peut-être que c'est maintenant que les stratèges russes se disent qu'il faut avoir une stratégie à long terme. Mais de toute façon, d'ici quelques mois, on saura apprécier les résultats de ce sommet. Très bien. Poutine estime que le terrorisme, la piraterie et le printemps arabe ont entravé le développement de l'Afrique. C'est possible. Et c'est justement à travers ce discours-là qu'il faudrait voir une certaine conversion des affinités anciennes de la Russie en flux d'affaires. Ça me paraît de plus en plus évident au fur et à mesure qu'on avance dans le débat. Parce qu'au fond, si ce débat se tient, c'est que c'était l'un des objectifs principaux, en fait, mais qui n'ont pas été affichés. Si le terrorisme a plus ou moins obstrué le développement de l'Afrique, c'est évident quand on voit certains pays qui ont aujourd'hui la malédiction des ressources naturelles, comme le Nigeria à côté, ou encore le Niger qui petit à petit est en train de s'exfiltrer de cette catégorie-là. On peut affirmer, mais si c'est le cas, quel est le rôle de la Russie ? Vendre des armes peut-être, mais dans ce schéma-là, on pourrait facilement aboutir à la conclusion selon laquelle la Russie est simplement en train de faire du commerce, pas en train de faire du développement. Et c'est vrai, François Xavier a dit quelque chose de très important tout à l'heure, surtout en matière de... la coopération, c'est les intérêts. Tout à fait, mais dans cette configuration-là, c'est la Russie qui gagne beaucoup plus. Et c'est à nous de savoir comment négocier les termes. Je disais tout à l'heure, François Xavier a dit quelque chose de très important tout à l'heure, en matière de stratégie russe, parce qu'au cours du sommet, des questions financières ont été discutées aussi pour pouvoir contourner l'embargo américain. Les questions de mode de financement alternatif ont été abordées. Donc forcément, c'est un croche-pied que la Russie est en train de faire à ses anciens partenaires. Et surtout en matière d'énergie, on sait tout l'investissement que les Américains font sur le continent africain, le MCA Challenge Account, qui est l'un des plus grands programmes en matière d'électrification en Afrique, est directement concurrencé aujourd'hui par la Russie. Donc forcément... Le Bénin en bénéficie énormément, 375 millions de dollars, je crois. Voilà. Tout à fait. Donc c'est un peu comme des petits avertissements que la Russie est en train de lancer. Donc parler de développement, je pense que c'est juste des liminaires pour aboutir aux vraies préoccupations même qui sont stratégiques. Moi j'ai juste une question, sans doute on en aura des réponses dans quelques temps. Sinon, de tout ce qui se profile, oui, peut-être que la Russie, bien évidemment, coincée d'un côté du monde, se tourne vers tout un autre. C'est tout à fait naturel. Étouffé du côté américain, du côté même européen, oui, il y a de quoi aller vers la terre vierge qui a toujours été considérée comme même plutôt de même pourquoi gagner en allant vers la Russie qui nous propose autre chose, parce que nous avons essayé d'autres choses qui n'ont certainement pas marché. Je pense, non, aujourd'hui, on ne peut pas avoir peur de la diversité aujourd'hui, que ce soit en diplomatie ou ailleurs. Aujourd'hui, de la diversité, on n'a qu'un seul devoir, se préparer à ne pas être que ceux qui subissent. Ça c'est un devoir qui nous revient. Alors, pour le reste, oui, la diversité, à un moment donné, qu'on s'interroge sur la balance aujourd'hui de l'existant. La Chine est critiquée pour ce qu'elle est, mais quand même, elle a forcé la main dans la pratique des échanges aux partenaires classiques. Il ne faut pas qu'on se leurre. La Chine a forcé la main aux partenaires classiques à un moment donné qui ont dû réagir face à son gain de terrain. Donc je pense que vu on va dire l'expérience des partenaires classiques, ensuite de la Chine et même des nouveaux émergents comme la Turquie, l'Inde et autres, vu ces expériences-là, la Russie qui sait bien jouer les cartes comme l'ont souligné les deux messieurs en face, saura quand même placer sa carte pour qu'une fois encore, il y ait de la concurrence. Alors, ma question, et ça, peut-être on n'a pas eu le temps d'en parler, c'est les chances, en fait, pour la Russie de gagner sur ce terrain-là. Ces chances sont simples.
Nous sommes un continent où la facilité d'avoir longue vie au pouvoir ça nous habite, quoi. Et ça, je pense que dans les... Est-ce que c'est une facilité? Oui, dans les... Il y a que cette facilité relative. Oui, c'est relatif. L'Afrique n'est pas, on va dire, homogène, unique. Mais dans notre continent, cette facilité-là, elle n'est pas si rare que ça. C'est ici que les gens sont au pouvoir et leur pouvoir est plus âgé que mon âge. Ça, c'est quelque chose. Donc, dans les relations traditionnelles de la Russie, quand vous scrutez ces relations traditionnelles, ce n'est pas si différent de ça. La Russie, dans ses coopérations, ça donne longue vie au pouvoir. Le cas de l'armée, ou plutôt du pouvoir militaire égyptien, ça peut vous donner des indices. Le cas récemment terrassé, je veux dire de l'Algérie, n'oubliez pas aussi que avant l'Algérie, ou plutôt, tout comme l'Algérie, il y avait aussi le Soudan. Le Soudan, l'Angola. Le Soudan, l'Angola. Donc, la Russie a ça comme pièce de change dans on va dire, dans pas forcément quand on sait que la Russie dit, je continue pas à le dire, il ne s'ingère pas dans... Sauf que ça c'est le dit, mais le constat c'est ce que vous dites. L'Angola, ça n'a pas été 5 ans au pouvoir. Comment on dit, le Soudan malheureusement nous sommes à la fin. Albert, il y a tout de même. Bon, voilà, nous avons les pays africains ont tout de même une chance à explorer une nouvelle coopération. C'est vrai que la coopération existe depuis, mais un nouveau souffle de cette coopération-là. Oui, ce que moi je vais ajouter par rapport à ce sujet, je dis, ce sommet Russie-Afrique, selon moi, doit profiter plus aux dirigeants qu'au peuple. Parce que si on arrive à formaliser la coopération, si on arrive à faire de telle sorte que... Dans toute votre ligne, vous êtes pessimiste. Bon, en fait, c'est ce qui est, parce que tel que Latif vient de le dire tout à l'heure, nos pères, nos dirigeants sont habitués... Ce n'est qu'un commentaire. Ce n'est qu'un commentaire. C'est ce qui est. C'est un commentaire. Il y a Montesquieu qui va dire que c'est une expérience éternelle de savoir que tout homme qui détient le pouvoir est tenté d'abuser. Donc, détenant le pouvoir, et nous voyons comment le goût ou bien le séjour au pouvoir procure un bonheur, on doit vouloir y rester. Et la Russie est la seule personne à dire, bon, laissez... je ne pas. Et si les Américains veulent intervenir, si les Américains veulent nous interpeller la nation concernée pour dire alors faites ceci, la Russie est à même de dire laissez, si vous intervenez aux côtés des rebelles, j'interviens aux côtés du choses. Et donc ils savent qu'ils ont la valeur, ils ont la protection du pouvoir russe. Oui, donc par rapport à ça. Non, je veux juste ajouter, il y a quelque chose de très important qui a été évoqué tout à l'heure. On parlait des pays émergents et vous soulignez tout à l'heure pourquoi la coopération entre la Russie et l'Afrique du Sud, simplement parce que la Russie a fait corps avec le Brésil, l'Afrique du Sud, dans les BRICS, donc les pays émergents. Donc il faut dire aussi que il y a beaucoup d'illusions d'optique, on ne va pas revenir là-dessus au niveau de la puissance de la Russie. Pour répondre à mon frère Albert, c'est-à-dire que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on le veut ou pas, les Américains interviennent où ils veulent. Parce que même en Syrie, quand vous prenez la carte devant vous, la partie sauvegardée par une bonne partie de la Syrie, si aujourd'hui on fait la paix en Syrie, la Syrie de Bachar el-Assad, malgré l'aide de la Russie, est amputée d'une bonne partie de son territoire. Donc encore une fois, puissance pour puissance, les Américains interviennent où ils veulent, jusqu'à preuve du contraire. Donc ça c'est encore un autre débat. Mais comme je le dis, la Russie aime jouer la Russie de Poutine. Et on a même pratiquement oublié qu'il a un premier ministre qui s'appelle Medvedev. Jusqu'au jour où ils vont se remplacer. La Russie, Poutine est un joueur d'échecs, donc il met en place une nouvelle stratégie. On verra bien ce que ça va donner. Mais les pays africains ont tout à fait le droit et ont plutôt bien fait, notre pays en premier, d'aller explorer ce qu'un pays comme la Russie pourrait nous proposer. Et je voudrais ajouter, on parle de nucléaire, effectivement, le Rwanda s'offre comme un pays stable, l'Égypte se lance dans cette direction,
Mais c'est quelque chose, c'est tout autre chose de s'occuper de la sûreté d'une centrale nucléaire que d'une centrale électrique. Parce que les conséquences ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est un autre débat. Oui, tout à fait. C'est un autre débat. Merci pour ce débat-ci. Merci pour ça, Xavier, nous mon chroniqueur. Merci à vous également, Albert Fogouté. Vous êtes auditeur en sciences politiques. Latif Ouboni, journaliste. Moria Karangansi, contributeur à Libre Afrique. Merci donc pour ces moments d'échange. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis également.